Je ne suis pas éco-psychologue. Bon, le titre éco-psychologue n'est pas protégé, mais je ne suis pas psychologue. Dans ce sens, je ne me revendique pas comme éco-psychologue. Je dirais plutôt que je suis un passeur en éco-psychologie. L'éco-psychologie comme avec l'éco-spiritualité, d'où je viens plutôt, qui est justement deux des voies possibles pour en fait nourrir les dimensions intérieures de la transition écologique. Alors là, je vais vous donner quelques pistes qui ressortent de cette approche, de ces approches de l'éco-psychologie et qui, j'espère, pourront un peu alimenter cette éthique des vertus et ce qui est au cœur de ce colloque. Alors peut-être d'abord quelques mots sur c'est quoi l'éco-psychologie. Peut-être que c'est pas une notion qui est très familière à toutes et tous. Alors on a beaucoup parlé de ce temps d'urgence. En anglais emergency, et en fait les éco-psychologues aiment bien dire que l'éco-psychologie en fait c'est une emergence dans un temps d'urgence. Et en fait je dirais que on pourrait dire une forme de mouvance. J'aime bien parler aussi de constellation assez hétérogène parce qu'elle n'est pas uniquement constituée de psy sous toutes leurs formes, mais aussi d'écologistes, d'artistes, d'éthologues. Enfin, il y a toute une série de philosophes. C'est vraiment plein de personnes de différentes disciplines, des théoriciens, des praticiens, et que cette constellation, en fait, elle a vraiment ses racines pour aller vite, dans le mouvement de la contre-culture américaine des années 60. Ça, c'est un petit peu ses racines. Mais elle s'est, on pourrait dire, cristallisée, cette mouvance, au début des années 1990. Et c'est intéressant parce que un des livres références et fondateurs du philosophe Theodor Roszak, qui s'appelle The Voice of the Earth, Voix de la Terre, qui n'a pas encore été traduit, qui est en fait, on dit que c'est là qu'apparaît pour la première fois le mot éco-psychologie, est publié en 1992, c'est-à-dire exactement au même moment que le sommet de Rio. Et à partir de là, il va y avoir, cette mouvance va un peu s'organiser pour devenir plus un mouvement qui va surtout se développer dans le monde anglo-saxon, avec des revues, avec des réseaux, et puis avec aussi l'introduction de cours et de chaires d'éco-psychologie dans différentes universités, en particulier aux États-Unis. Alors, il n'y a pas de définition canonique de l'éco-psychologie, mais une façon très simple de la comprendre, c'est en partant de l'étymologie. Oikos, voilà, qui est la même racine que l'écologie, la maison terre. Psycho, l'âme, la psyché, et puis logos, l'étude, le discours. En fait, on pourrait dire, pour le dire vraiment très très simplement, que c'est l'étude des interrelations, parce que ça va dans les deux sens, des interrelations profondes entre la Terre et tous les êtres qui l'habitent, et non seulement l'être humain, mais la psyché humaine. Et d'ailleurs avec aussi l'idée souvent d'une forme d'intériorité, de psyché de la Terre, qui justement est en interrelation avec la psyché humaine. Et ce qui va aussi beaucoup occuper ce courant, ça va non seulement être ces interrelations, mais je dirais les interrelations entre les souffrances de la Terre et les souffrances humaines. C'est vrai que, en tout cas, parmi les psychothérapeutes qui se sont vraiment ouverts à ça, il y avait ce constat, en fait, cette découverte dans leur cabinet, dans leurs séances thérapeutiques, que quand, d'une manière ou d'une autre, s'ouvrait le champ, c'est-à-dire que beaucoup plus large que simplement l'histoire de la personne, la famille, etc., mais que, en fait, on prenait tout à coup en compte ou qu'on laissait émerger les souffrances de la Terre, les problèmes écologiques, et bien qu'en réalité, des liens absolument, parfois des liens vraiment directs et explicites pouvaient être faits avec le mal-être, le stress, les souffrances, la dépression que la personne venait exprimer dans le cabinet, qu'il y avait vraiment un lien direct entre les dégradations écologiques, les souffrances de la Terre et en fait les souffrances des personnes. Et c'est ça en particulier qu'ils ont aussi travaillé et exploré. Alors l'éco-psychologie, en tant qu'émergence, eh bien elle se veut, elle est vraiment située par rapport à la problématique écologique. Et en fait, elle se veut une réponse à cette problématique. Et à travers une alliance entre l'écologie et la psychologie. Theodor Roszak dit à un moment donné, l'écologie a besoin de la psychologie et la psychologie a besoin de l'écologie.
Et donc une alliance dans l'idée, alors c'est pas simplement qu'on va verdir un peu la psychologie ou qu'on va ajouter une couche psychologique à l'écologie, mais c'est vraiment dans l'idée vraiment de créer quelque chose de nouveau, de créer quelque chose de neuf et qui sera fondamentalement transdisciplinaire. Et ça, c'est vraiment essentiel. Et par rapport à ça, eh bien, je ne vais pas entrer dans ce débat-là. Pour les écopsychologues, l'écopsychologie se distingue de la psychologie environnementale et il y a pas mal de débats au sein du monde de l'écopsychologie parce qu'on a aussi toute une série de courants maintenant qui aimeraient en fait ramener l'écopsychologie pour en faire une des disciplines de la psychologie, une forme de, comme les opposants disent, une forme de normalisation académique, scientifique de l'écopsychologie. Et là, il y a beaucoup de résistance par rapport à ça. Alors, besoins mutuels. Donc, en fait, l'idée, ça va être, d'une part, comment on arrivera à mieux prendre en compte les dimensions, les composantes psychologiques et émotionnelles des problèmes, des dégradations et des déséquilibres écologiques. Comment on va pouvoir replacer, c'est la deuxième chose, finalement, toutes les souffrances humaines, les pathologies humaines, dans un contexte plus large qu'est le contexte en fait des écosystèmes. Et puis troisièmement, comment on va à l'inverse pouvoir intégrer le monde naturel et tous les êtres qui l'habitent donc l'écologie dans des approches psychologiques. Voilà un petit peu quelques axes sur lesquels l'écopsychologie va se décliner. Alors, bien comprendre aussi, et ça beaucoup d'écopsychologues, enfin de personnes qui sont dans cette démarche le soulignent, le but premier de l'écopsychologie, c'est pas le traitement des psychopathologies avec la nature. Ça, c'est quelque chose qui s'est fait depuis beaucoup plus longtemps, l'animalothérapie, l'hortithérapie, enfin avec les jardins et tout. Donc ça va plus loin que ça. C'est pas et là certains disent attention, une nouvelle instrumentalisation de la nature, voilà. Mais voilà. Donc on va au-delà de ça dans l'écopsychologie. Et puis ils disent aussi, ils n'ont pas du tout la prétention de vouloir en fait résoudre les problèmes écologiques. Donc l'ambition ou le but de l'écopsychologie, c'est en fait plutôt, comme ils disent, dans la conscience des interdépendances profondes entre les humains et la nature, eh bien d'arriver à refonder, restaurer ces liens vitaux, fondamentaux, ontologiques, c'est-à-dire liés à l'être, entre la nature et l'être humain. Refondation, en fait, pour pouvoir contribuer à travers cette refondation, à travers cette reliance, voilà, contribuer, comme ils disent, à la guérison conjointe de la Terre et des humains comme base d'une société véritablement écologique. Voilà, je dirais un peu la visée et l'ambition de l'écopsychologie. Alors là-dedans, une diversité d'approches, bien évidemment, et c'est pour ça que plutôt que de le voir comme une forme de corpus qui pourrait devenir un peu idéologique avec toute une série de vérités, moi j'aime bien plutôt dire, voilà, c'est un champ de recherche. C'est un champ de recherche qui, évidemment, est traversé par beaucoup de débats. J'ai parlé aussi de cette tension entre l'écopsychologie, les pionniers et puis les héritiers de ces pionniers et puis ceux qui aimeraient en faire maintenant une discipline scientifique. Mais je dirais que dans l'écopsychologie, le gros des troupes, et c'est celle qui m'intéresse, est plutôt dans justement une approche plutôt fondée sur l'expérience, vraiment le primat de l'expérience, en lien avec l'observation, et expérience d'ailleurs aussi assumée dans sa subjectivité, mais évidemment après en dialogue avec d'autres qui font de telles expériences. Et puis aussi, je dirais, fondée sur, au fond, quand on parle avec des écopsychologues ou qu'on les lit, on voit qu'il y a eu deux moteurs pour, par exemple, des psychothérapeutes commençant à s'intéresser à ça. C'est d'une part un amour profond pour la nature. C'est comme une forme de condition première, c'est de ressentir cet amour profond et d'avoir commencé à développer soi-même une relation très profonde à la nature. Et d'autre part, et là on vient à la compassion, c'est-à-dire de ressentir aussi, jusqu'au plus profond de son être, les souffrances de la Terre. Voilà. Et ça, c'est un peu deux points en lien avec cette expérience qui sont absolument fondamentaux. Alors, je vais maintenant juste présenter quelques grands axes de recherche. Alors, pas tous. Voilà, je les ai aussi choisis un peu aussi en fonction du thème du colloque.
où l'écopsychologie peut apporter à la fois des éclairages théoriques, mais aussi des éclairages pratiques. Moi, ce qui m'a beaucoup intéressé dans l'écopsychologie, c'est en fait tous les outils, toutes les démarches de reliance en particulier à la nature. Alors, un premier axe de recherche, et je vais chaque fois un peu au fond donner la grande question et l'enjeu. Un premier axe de recherche qui occupe pas mal de personnes dans cette mouvance, c'est cette question: comment peut-on expliquer le hiatus, voire le fossé qui peut exister entre, d'un côté, la gravité de la situation et l'urgence de la situation dont on a parlé, qui plus est avec toute l'information dont on dispose pour être conscient de ça, et de l'autre côté, l'insuffisance des changements de comportement. Alors, en lien avec ça, il y a quantité, évidemment, de facteurs qui peuvent expliquer ça. Je crois d'ailleurs, je ne l'ai pas encore lu, que le livre Le Bug humain travaille aussi un peu en partie là-dessus. Donc, on a aussi toute une série d'aspects liés au cerveau. Mais les écopsychologues ont beaucoup travaillé à travers la notion de dissociation. J'aimerais simplement mettre l'accent là-dessus. Alors, il y a une première, en fond, ils disent, voilà, première forme de dissociation chez l'être humain contemporain, on pourrait dire, pour aller vite, entre sa tête, le mental et son cœur. Et c'est vraiment un peu la question: est-ce que toute cette information sur les dégradations écologiques, etc., est-ce que véritablement cette information, elle nourrit simplement le mental, la tête, ou est-ce qu'elle descend véritablement à l'intérieur de l'être pour venir toucher le cœur? Et là, Joanna Macy, qui est une des grandes figures, alors elle se dit elle-même pas écopsychologue, elle se dit plutôt écophilosophe, mais c'est un peu une grande figure de cette mouvance écopsychologique. Elle est d'ailleurs tout à fait engagée dans le bouddhisme, et elle aime bien citer le maître bouddhiste vietnamien du village des pruniers, Thich Nhat Hanh, quand à un moment donné, ses disciples viennent vers lui et lui disent: mais maître, qu'est-ce que l'on peut faire par rapport à la question écologique? Et Thich Nhat Hanh leur dit: la première chose que vous pouvez faire, c'est d'écouter en vous les échos de la terre qui pleure. Écoutez en vous les échos de la terre qui pleure. Et moi, c'est vraiment une question que je me suis posée à un moment donné: mais est-ce que véritablement, indépendamment de l'information que j'avais, est-ce que véritablement mon cœur pleure? Donc ça, c'est vraiment un premier point. Donc voilà, comme dit Joanna Macy, comment on va... et là, effectivement, à travers en particulier l'outil qu'elle a développé qui s'appelle le travail qui relie, il va y avoir toute une série d'exercices où on va pouvoir peut-être à un moment donné reconnecter en fait la tête avec le cœur pour être vraiment touché. Et comme elle dit, cesser d'être simplement des cerveaux sur des bâtons. Et c'est vrai que là, il y a vraiment une différence entre être informé et être conscient. Un deuxième aspect des dissociations qui est très important. Alors, ça veut pas, évidemment, ça veut pas dire que parce que les personnes ne changent pas de comportement, qu'elles sont forcément indifférentes à ce qui se passe. Mais l'être humain, en fait, va développer des mécanismes de défense et de protection par rapport à ces problèmes, ces enjeux qui sont énormes, qui sont complexes et qui sont parfois vraiment angoissants, douloureux, etc. Et c'est vrai que si on sort du déni de réalité et qu'on regarde ces problèmes en face, eh bien, on peut être très vite envahi par toute une série de sentiments et d'émotions pas très agréables, difficiles à vivre, comme la peur, l'angoisse, la tristesse, la colère, les découragements, l'impuissance, la culpabilité, la honte, enfin, il y a toute une série d'émotions. Et ces émotions, eh bien, voilà, l'être humain, il est fait de telle sorte qu'il va créer des phénomènes de dissociation, des mécanismes de protection pour justement s'en protéger, et qui va comme les refouler. Il va comme les refouler, et du coup, c'est Chalice Glendinning qui dit, finalement, on vit tout ça sur une espèce de mode semi-conscient. Et là, eh bien, l'enjeu, ça va être d'aller en fait à la rencontre de ces émotions. Et ça va être par exemple tout ce qui va se développer dans les ateliers de travail qui relient. C'est-à-dire qu'on va créer un espace, comme il y a eu ces espaces de parole pour les personnes déclassées ou en situation de vulnérabilité sociale. Eh bien, on va créer un espace où ces émotions vont pouvoir être reconnues, vont pouvoir être accueillies sans jugement. Même si, effectivement, dans nos sociétés, parfois, on va les taxer de négatives. Elles ne sont ni négatives ni positives, elles sont. Donc, les accueillir sans jugement, pour pouvoir ensuite les exprimer
les partager, se rendre compte d'ailleurs qu'on n'est pas tout seul à les vivre et qu'en réalité, du coup, il pourra se créer un sentiment de solidarité. Et puis à partir de là, pouvoir les transformer, en transformer l'énergie. Parce que ce qui apparaît, et ce que soulignent beaucoup d'éco-psychologues, c'est qu'en fait, quand on est dans le refoulement de ces émotions, eh bien, en fait, c'est comme une énergie qui est bloquée. C'est-à-dire qu'on devient captif de ces émotions, et c'est une des causes, justement, une des sources de l'inertie et de la difficulté à s'engager. On est comme dans une forme de paralysie. Donc en fait, on va, grâce à l'expression, on va pouvoir, comme on aime bien dire dans le travail qui relie, composter ces émotions, c'est-à-dire en fait pouvoir en transformer l'énergie pour pouvoir ensuite en faire une énergie réorientée, libérée, qui va pouvoir en réalité nourrir l'engagement, nourrir la résilience et nourrir toute des dimensions de solidarité pour la transition, à travers une reconnexion avec la nature. Donc ça, c'était le premier axe. Un deuxième axe, il est plutôt, je dirais, historico-critique. Et là, la question que se posent les éco-psychologues, c'est en fait, d'où est-ce que ça vient ? Finalement, pourquoi est-ce que l'être humain en est venu à avoir des comportements aussi destructeurs par rapport à la Terre, à la nature et aux écosystèmes ? Quelle est l'origine de ces déséquilibres et de toutes ces destructions ? Alors là, évidemment, je simplifie, mais il y a un mot qui ressort très très fort de toutes leurs études et démarches, c'est le mot déconnexion. C'est-à-dire que l'être humain, alors ça c'est vraiment une forme de déconnexion profonde, une déconnexion systémique, une déconnexion ontologique liée à l'être le plus profond avec la nature. Et cette déconnexion, eh bien voilà, Jung déjà, vous savez, dans L'homme et ses symboles, à un moment donné, Jung dit, eh bien voilà, les pierres, les plantes, les animaux ne parlent plus à l'être humain, ne parlent plus à l'homme, et l'homme ne s'adresse plus à eux en pensant qu'ils peuvent l'entendre. Voilà une des expressions de cette déconnexion, de cette perte de lien. Jung parle justement de l'être humain qui a perdu, comme il dit, sa participation affective, inconsciente aux phénomènes naturels. Il y a cette coupure, il y a cette déconnexion. Alors, évidemment, Glendinning parlera, elle, de la perte de notre ancrage dans ce qu'elle appelle la matrice primitive, qui est en fait la nature, qui est la Terre. Alors, c'est clair que tout ça n'a pas toujours existé. Je veux dire, sur les 2,5 millions d'années du genre Homo, eh bien, une grande partie de ce temps, en fait, s'est passé dans une forme quand même de symbiose avec la nature. Donc, alors, les éco-psychologues vont d'une part faire toute une recherche plutôt historique, mais à travers les dimensions intérieures et psychologiques de cette déconnexion. Alors là, je ne peux pas vous faire, c'est notamment Paul Shepard qui a fait ce travail-là, et puis il va montrer les grandes étapes depuis le néolithique avec l'invention de l'agriculture, la domestication de la nature, jusqu'à aujourd'hui, à travers l'émergence des monothéismes, la modernité occidentale, et puis après, voilà, ce qu'il appelle la société mécanique, la révolution industrielle avec les technologies, etc. Donc, il va montrer, on va voir qu'il y a eu tout un long processus qui se cristallise quand même fortement avec la modernité occidentale de déconnexion. Mais ce qui est intéressant, c'est que ils disent, mais en même temps, ce processus historique, civilisationnel, eh bien, se reproduit au niveau de la personne, au niveau de l'être humain. Et là, Paul Shepard parle de la notion d'ontogenèse. L'ontogenèse qu'il définit finalement comme la croissance ou la construction de l'être pendant les 20 premières années de la vie, qui, pour beaucoup d'éco-psychologues, est vraiment un moment clé dans ce qui va être le mode de relation de l'être humain avec la nature. Alors, c'est jamais perdu, bien évidemment, parce qu'après, voilà, l'être humain, il y a tout, on peut rattraper. Mais il y a quand même ce temps-là qui est quand même assez fondateur. Et alors, dans cette dimension d'ontogenèse, eh bien, on a toutes ces étapes, voilà, où le petit enfant va devenir adulte. Et alors là, beaucoup d'éco-psychologues sont très inspirés par les peuples premiers. Et ils reprennent, ils disent, mais finalement, c'est quoi le but d'une ontologie accomplie et réussie ? Alors, le but d'une ontogenèse accomplie et réussie, c'est en fait l'émergence d'un être mature.
d'un être mature. Et alors, c'est quoi, en fait, qui définit la maturité? Alors, il y a différents critères. Alors, un des critères, par exemple, eh bien, ça va être justement la capacité à avoir des relations harmonieuses avec les autres, et pas seulement avec les autres humains, mais avec les autres qu'humains. Ça va être d'avoir un sens de sa juste place par rapport à l'ensemble en fait cosmique, terrestre. Ça va aussi être peut-être d'avoir réussi à développer, alors là peut-être on retrouve les vertus ou des attitudes intérieures, des vertus ou des attitudes intérieures, et il cite justement, on les a déjà mentionnés hier aussi avec Gérald, l'humilité, la réciprocité dont tu as parlé, le service, l'attention, la compassion, etc. Avoir développé un peu ces capacités. Alors, pour cela, disent-ils, eh bien, évidemment, il va y avoir tout un processus, et il est important, pour aller vers cette maturité, en fait, que cette croissance se passe au confluent de la nature et de la culture. Et donc, il va y avoir, comme disent-ils, un chemin de traversée des matrices. Alors, il parle de 3 matrices, la matrice de la mer, la matrice de la terre et la matrice de la société. Et donc voilà, alors j'ai pas le temps de développer chacune de ces matrices, voilà, qui sont essentielles pour cette croissance de l'être, mais disent-ils, en Occident, il est évident que la matrice de la Terre est soit absente, soit très dégradée. Et donc on va avoir, comme ils disent, une ontogenèse mutilée du fait de cette insuffisance présence de la nature dans cette croissance de l'être. Alors, il parle même de handicap ontogénétique, c'est-à-dire qu'en fait, eh bien, ça va être vraiment un obstacle pour permettre, en fait, il y aura une dimension essentielle de l'être qui va manquer ou qui va être atrophiée. Ça va faire que la nature va être perçue comme quelque chose qui est extérieur et qui éventuellement pourra même faire peur. Et on sait aujourd'hui, en particulier chez les enfants, on parle de troubles de déficit de nature, etc. Donc on voit à quel point eh bien, autant c'était Harold Searle qui avait écrit déjà L'environnement non humain en 1960, un psychiatre qui montrait à quel point la nature, la présence de la nature était essentielle pour la construction en fait de la psyché humaine, et bien à quel point, à l'inverse, l'absence de la nature ou une insuffisance de la nature peut au contraire engendrer vraiment des déficits et vraiment une forme d'atrophie de la personne, et créer justement des processus d'émergence d'immaturité. L'immaturité qui est justement le déni pour eux, c'est une expression d'immaturité, l'incapacité à en fait supporter la frustration. On pourra avoir le fantasme de toute puissance, un égocentrisme très grand, une incapacité d'empathie, etc. Et en fait, pour eux, le consumérisme est en fait qui devient un mode d'être est aussi l'expression de cette immaturité. Et Bill Plotkin, un de ces éco-psychologues, parle de société, pour les qualifier aujourd'hui, de société adolescente. Voilà. Et là, évidemment, eh bien l'éducation va être un champ absolument essentiel pour voilà, comme ils disent, en fait, c'est là où l'éducation, puisque c'est aussi le thème du jour, eh bien, est absolument capitale, parce que comment on va réintégrer et donner toute la place nécessaire à cette matrice de la Terre, et comment en fait créer les conditions d'une justement ontogenèse plénière. Voilà. J'ai pas le temps de développer tout ce que ça voudrait dire, mais en fait, il y a vraiment là-dedans comment arriver aussi à créer une conscience. C'est clair qu'il y a ce besoin dans la croissance de l'être d'acquérir une indépendance, une autonomie, une différenciation, mais en même temps, eh bien, c'est pas simplement de devenir un égo fort pour pouvoir faire sa place dans un monde d'égo fort, mais c'est aussi d'être capable justement d'être dans cette conscience de la dépendance et de l'interdépendance. Et donc voilà, c'est aussi tout ce thème des nourritures. Alors, très rapidement, sur un autre grand axe, c'est la question de l'anthropologie, puisque, en fait, ce système, avec toutes ces étapes, finalement, qui ont conduit à cette déconnexion, ça a été une formidable machine à créer des dualismes, dont l'un est précisément alors entre voilà le masculin, le féminin, l'esprit, la matière, enfin voilà, et en particulier, évidemment, entre l'être humain et la nature. Donc là, un des grands enjeux de l'écopsychologie, c'est comment on va sortir de ces dualismes et donc sortir du coup de cette vision très réductrice ou très réductionniste du moi,
le moi séparé, le moi égocentré, le moi séparant, qui n'est pas pour eux en fait la réalité profonde de l'être humain, mais qui est plus la magnification de l'ego dans sa volonté de domination et de maîtrise, et en fait pour justement aller vers un soi, alors dans cette complétude qui soit au contraire reliant, qui soit relié et qui soit écocentré. Et là, eh bien, une des notions importantes, c'est cette notion de soi écologique de Arne Næss. Voilà, on l'a déjà évoqué, je vais pas le rappeler, mais avec cette idée que l'accomplissement de l'identité humaine, eh bien, va aussi non seulement, c'est l'idée d'intégration, intégrer, voilà, toute ma dimension intra-humaine, interhumaine, mais aussi finalement toutes les dimensions de la nature, de la terre, du cosmos. Donc, ça fait partie intégrante d'une humanité accomplie. Et donc, voilà, cette conscience que je fais partie intégrante du grand tout cosmique, mais que ce grand tout cosmique fait aussi partie intégrante de mon être. Et pas seulement de mon être au niveau biologique, parce que ça, on peut très, très facilement le voir et le mesurer, mais aussi au niveau de ma psyché. Et là, en complément du soi écologique, les écopsychologues, et là je pense à Theodor Roszak qui a en fait amené cette notion, il y a la notion d'inconscient écologique. La notion d'inconscient écologique est de dire que finalement, eh bien, on a l'inconscient personnel freudien, l'inconscient collectif jungien, mais on a aussi, en fait, on aurait aussi, ça fait partie de ces intuitions et de ces hypothèses, un inconscient écologique ou un inconscient cosmique, c'est-à-dire que, en fait, eh bien, les strates les plus profondes de la psyché humaine ne sont pas seulement, comme tu l'as dit Jacques, tissées de culture à travers, etc., mais sont aussi tissées de nature. Enfin, là, on retrouve des dimensions de l'homme archaïque de Jung, et Theodor Roszak finalement définit l'inconscient écologique comme, il dit, la mémoire vivante de l'évolution cosmique que nous portons non seulement jusque dans la dernière de nos cellules, mais également dans les strates les plus profondes de notre psyché, et ce qui permet d'expliquer, et ceux qui font des immersions ou des quêtes de vision et qui restent plusieurs jours seuls dans la nature et qui traversent justement tout ce qu'il peut y avoir comme peur, etc., à un moment donné vont peut-être se sentir comme à la maison. Eh bien, en fait, il y a là l'émergence de cet inconscient et qui d'ailleurs les rêves changent, etc., etc. Et puis je vais terminer sur une autre dernier grand axe, c'est la question des écothérapies ou écopratiques. Ben, ça, c'est vraiment essentiel qu'on n'est pas simplement dans de la théorie, d'ailleurs toujours qui émerge finalement d'une expérience, d'une observation, mais c'est vrai qu'il est important, comme dit Andy Fisher, il parle lui de praxis radicale, c'est-à-dire de développer des pratiques qui vont nous permettre d'aller à la racine justement des problèmes écologiques et des troubles liés à ça. Et là, alors en fait, le monde anglo-saxon parle de écothérapie, d'écothérapie. Comme je me suis fait allumer dans pas mal de milieux avec le mot écothérapie parce qu'il y avait des psychothérapeutes, voilà, et qui disaient non, on peut pas parler d'écothérapie parce que si on parle de thérapie, il faut être un thérapeute certifié, etc. Donc maintenant, je fais la distinction entre les écothérapies et les écopratiques. Et les écopratiques, eh bien, je dirais, elles sont plus de l'ordre, en fait, d'une forme d'accompagnement sur un chemin de reliance en profondeur à la nature, à la terre. Voilà, ça peut être de l'éveil, ça peut être de la formation, ça peut être de la facilitation. On est plutôt dans cette posture-là. Et puis les écothérapies, eh bien, ça va être vraiment des pratiques qui sont de reliance, qui vont être proposées par des thérapeutes certifiés dans le cadre de leur travail thérapeutique. Donc voilà, je pense que c'est une distinction qui est importante à faire. Mais ce qui est important, et je vais terminer par là, c'est quand même que le point commun entre les deux, c'est une question de posture et d'expérience. C'est-à-dire que dans les deux cas, ça suppose d'avoir commencé à avoir une vraie expérience de cette reliance, de cette connexion profonde à la terre. Ça suppose vraiment, comme je le disais déjà, d'avoir aussi, en fait, de vivre les souffrances de la terre, de les ressentir jusqu'au plus profond de son être. Et puis, je dirais que ça veut aussi dire qu'on va changer. Même, et là, en ce moment, il y a tout un groupe de psychothérapeutes qui s'intéressent à ça en Belgique, qui sont en train de créer une charte, justement, de l'écopsychologie dans le monde des thérapeutes. Ça va changer la posture. Et ça va changer la posture à la fois du thérapeute et du patient. C'est-à-dire que le patient n'est plus simplement avec la question de quoi j'ai besoin et comment l'obtenir.
Et parce qu'en fait, il va être finalement, il va y avoir une forme de mise, pas dire en égalité entre le thérapeute et le patient, parce que les deux vont être à l'écoute des souffrances de la terre et de leurs souffrances, et ensemble, justement, trouver des moyens pour participer à cette guérison conjointe de la terre, de la terre et de l'humain, dans une écoute de la terre, parce qu'en réalité, l'enseignant et la source de la guérison, ça va être la terre elle-même et sa sagesse qu'il va falloir justement apprendre à entendre et à écouter. Je m'arrête là. Merci de votre attention. Donc, je vais vous parler de